À vrai dire, j'aurais pu répondre à qui m'eût interrogé que Combray comprenait autre chose existait à d'autres heures. Mais comme ce que je m'en serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Tout cela était en réalité mort pour moi. Mort à jamais, c'était possible. Il y a beaucoup de hasard en tout ceci. Il y a un second hasard, celui de notre mort, souvent ne nous permet pas d'attendre longtemps les faveurs du premier. Je trouve très raisonnable la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnus, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. Il en est ainsi de notre passé. Ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne nous soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, quand je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d'abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé, du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Je bois une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'a éveillée, mais ne la connaît pas, et ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, que je veux au moins pouvoir lui redemander, retrouver intact. À ma disposition,
tout à l'heure pour un éclaircissement décisif. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même. Quand lui, le chercheur, est tout ensemble le pays obscur où il doit chercher, et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement, créer. Il est en face de quelque chose qui n'est pas encore et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui m'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de ces réalités devant laquelle les autres s'évanouissaient. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit. Et, pour que rien ne brise l'élan dont il va tâcher de la ressaisir, j'écarte tout obstacle, toute idée étrangère. J'abrite mes oreilles et mon attention contre les bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre ces distractions que je lui refusais, à penser à autre chose, à se refaire avec une tentative suprême. Puis une deuxième fois, je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée, et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément, à peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander, comme au seul interprète possible, de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit? 10 fois, il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain, qui se laissent remâcher sans peine. Et tout à coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours-ci de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes
et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot, s'était abolie, ou ensommeillée, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine, trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur cette derrière, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là. Et avec la maison, la ville. Depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti. Villes et jardins de ma tasse de thé. Ce passage très long que je viens de vous lire a été choisi pour deux raisons. La première, c'est que la plus grande partie d'entre nous l'ont lu et étudié dans l'enseignement secondaire. Ensuite, parce qu'il est tout à fait représentatif de ce que l'on appelle le style proustien. Vous avez en tout cas retenu, parce que beaucoup de choses évidemment se trouvent dans ce long passage, l'idée que, avec la mémoire rationnelle, avec la méthode cartésienne, car c'est un véritable discours de la méthode cartésienne auquel s'attache Proust lorsqu'il essaye de distinguer des choses claires, évidentes, d'analyser, de partager pour essayer de retrouver le souvenir. Derrière cette critique, ou plutôt cette impuissance de la mémoire rationnelle, il y a la découverte de l'inconscient, de la mémoire involontaire et du jeu des associations qui permet de se replonger dans le passé à la suite de ce que Proust appelle des hasards. La suite de mon exposé suivra la méthode que je viens d'initier. Autrement dit, je lirai de longs passages de Proust, car il me paraît qu'il s'agit devant un monument comme ce grand écrivain, il s'agit d'être humble, modeste et de s'effacer devant une telle écriture. Quelle sera donc ma méthode? Je viens de vous l'expliquer. Je lirai de longs passages, mais toutefois,
comme il s'agit d'un exposé destiné à mes étudiants, je vais essayer de suivre évidemment une structure qui permette d'y voir plus clair dans cette œuvre tout à fait admirable. Dans un premier temps, je vais évidemment résumer en quelques mots l'ensemble des volumes qui se trouvent devant moi en ce moment. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a donc 8 volumes dans la collection Folio. Ce sera celle que j'utiliserai pour lire les différents passages, puisque c'est la plus courante, c'est celle à laquelle a accès le grand public et surtout les étudiants. Je n'utiliserai donc pas la vieille collection blanche que je vous montre très rapidement ici, qui comprend 15 volumes pour les différents tomes. Voici. Je n'utiliserai pas non plus l'édition dans la collection de la Pléiade, classique. Je voudrais vous montrer quand même, dans cette petite introduction, qu'il existe des lectures audio de la recherche du temps perdu. Ici, j'ai devant moi une toute petite anthologie en 3 compacts disques, lue par Jean-Louis Trintignant, aux éditions des Femmes chez Antoinette Fouque. Mais alors, il existe une édition, cette fois complète. Bien entendu, je ne l'ai pas amenée sur mon bureau, bien que je l'ai écoutée pendant 7 ou 8 mois dans ma voiture, puisque je dispose de longs temps de route quand je dois me rendre dans mon établissement et lorsque je dois voir des étudiants en stage dans les différents lycées de Wallonie. Il existe donc en, je ne sais pas combien, il y a en tout cas 110 compacts disques dans cette série, regroupés chaque fois dans des coffrets de ce type-ci. Je ne vous montre ici que le premier. Ces coffrets sont édités par les éditions Télème. Il s'agit d'une lecture par une palette d'excellents comédiens récitant, et le premier volume ici, qui concerne comment dirais-je, du côté de chez Swann, en tout cas le premier volume du côté de chez Swann, est lu intégralement par André Dussolier. Voilà. Voilà donc pour les sources. Maintenant, passons, après avoir évoqué le mythe que ce livre évoque, car beaucoup de gens parlent de Proust sans l'avoir réellement lu. Moi-même, je ne l'ai lu qu'à 27-28 ans, à une époque où j'étais sans emploi pendant un petit temps, après avoir été chercheur et avant de devenir enseignant. J'ai réécouté la recherche alors que j'avais 50 ans, et je vous ai expliqué que j'ai donc écouté la série publiée par les éditions Télème. Et puis alors, depuis quelques mois, je me suis donc replongé, cette fois dans l'édition de poche, pour préparer cette leçon. Avec grand plaisir, vous en doutez, d'autant plus que chaque fois que l'on relit la recherche, on y découvre de véritables perles, et je crois que c'est une œuvre qu'on doit lire à la maturité. Quand je dis lire, c'est lire sérieusement. Parce que j'avoue que quand je l'ai lu pour la première fois, tout d'abord la première fois que je l'ai lu, c'était quand j'avais 16 ans, c'était le premier volume, en tout cas Un amour de Swann, que nous faisait lire le professeur de français. Ça faisait partie des classiques, évidemment, qu'on étudiait en rhétorique, ce qu'on appelle la classe de rhétorique en Belgique, et qu'en France on appelle la terminale.
Mais il a fallu 10 ans pour que je m'y mette sérieusement et lire donc pendant plusieurs mois la recherche. Mais je dois dire que, approchant de l'âge mûr, et quand je dis mûr, nous sommes en automne maintenant, c'est-à-dire le moment où les fruits tombent parce qu'ils sont blettes, entendons-nous bien, j'y trouve beaucoup plus de plaisir. Donc, je ne m'attacherai pas véritablement à la biographie de Marcel Proust. Il est né en 1871, il est mort en 1922, il avait donc 51 ans, il avait donc un demi-siècle lorsqu'il est décédé. Il faut savoir que la recherche a été publiée entre 1913 et 1927, donc l'achèvement de la publication s'est fait de manière posthume, dans les 5 ans qui ont suivi sa mort. Il avait publié dans un premier temps le début de son œuvre chez Grasset, et puis il a changé d'avis, et Gallimard d'ailleurs a publié par la suite l'ensemble de son œuvre, dans la fameuse collection blanche, c'est-à-dire dans la NRF, la Nouvelle Revue Française. Abordons maintenant le thème du roman. Il s'agit bien d'un roman, mais plus exactement du roman d'un roman. J'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on arrive à la dernière page du Temps retrouvé, on se rend compte qu'à ce moment-là, logiquement, on devrait reprendre l'ensemble de la recherche, car les premières pages du côté de chez Swann, en fait, sont la continuation, ou plus exactement, éclairent tout ce qui va suivre. De quoi s'agit-il? En fait, c'est l'histoire de la naissance de la vocation d'un écrivain, qui apparaît donc telle quelle dans le dernier volume, donc dans le dernier tome, Le Temps retrouvé. Le jeu, c'est le narrateur, ce n'est pas l'auteur, bien qu'on puisse évidemment discuter sur la qualité du narrateur, mais enfin, ce n'est pas l'objet d'en parler ici, ce n'est pas le sujet. Et ce narrateur observe, il est un témoin, il témoigne des milieux qu'il fréquente, il les observe, il les juge. On voit défiler dans ce roman un certain nombre de personnages dans le cadre des milieux aristocratiques, donc de la haute société, société mondaine, où l'on trouve un certain nombre de vices d'ailleurs. C'est donc le monde des salons, des grands hôtels, des grands boulevards parisiens qui sont décrits dans ce livre, dans ce long roman. Il y est question de multiples amours qui ont différentes formes, des amours hétérosexuels, des amours homosexuels, des amours entre femmes, donc des amours saphiques, des amours séniles, des relations sadomasochistes. Donc il s'agit d'un monde un petit peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est sûr, et je le disais en introduction, c'est que, à la fin du roman,
c'est la vocation de l'écrivain qui apparaît, et on comprend quelle est l'explication de l'ensemble de la recherche. Les milieux que Proust décrit, il ne faut pas croire, enfin que le narrateur décrit, il ne faut pas croire pour autant qu'il les aime. En fait, le regard du narrateur est, au cours du roman, de plus en plus désabusé. Et d'ailleurs, c'est le ton humoristique qui nous le fait bien comprendre, ce ton désabusé. Donc, le narrateur n'est pas là pour se complaire dans les vices de la société qu'il décrit, mais bien pour prendre de plus en plus ses distances par rapport à cette société et pour accéder à un stade de conscience qui est celui, je l'évoquerai tout à l'heure, d'un véritable initié qui renaît à une vie nouvelle en devenant un écrivain. Passons peut-être maintenant à la structure de l'œuvre. Alors on peut aborder la structure de l'œuvre de deux manières, ou plutôt sous deux angles. Sous l'aspect de sa temporalité et sous l'aspect de sa spatialité. Je commencerai peut-être par l'aspect temporel. Cette œuvre, et j'ai déjà laissé entendre qu'il s'agissait d'une structure cyclique, cette œuvre, en fait, part d'une situation, et quand on arrive au bout, on se rend compte qu'il faut reprendre la totalité du roman pour qu'elle trouve sa logique, sa cohérence. Je vais vous lire à ce sujet un extrait du Temps retrouvé où on va bien voir justement comment tout cela se construit. Tout d'abord, je vais peut-être inverser l'ordre de ce que j'avais prévu initialement, mais ça me paraît peut-être plus cohérent de fonctionner de cette manière. Là, je suis dans une autre partie de ce que je voulais expliquer. Donc voilà. Est-ce que j'y suis? Non, décidément, je ne trouve pas mon passage. Ah oui, pourquoi pas? Puisque j'ai évoqué à plusieurs moments cette idée de cycle, ben, pourquoi ne pas commencer par les dernières lignes du Temps retrouvé, c'est-à-dire du dernier volume, et puis reprendre peut-être justement l'introduction de Proust, du narrateur. Si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, et le « elle » ici c'est la force en fait, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer, dans le temps. Donc vous voyez que la notion de temps ici est fondamentale, le temps avec un grand T, entendons-nous bien. Et alors maintenant, je vais reprendre le tout début de l'histoire, le tout début du roman, et cette première page si célèbre. Oui,
le temps retrouvé, je montre les volumes, voici, et du côté de chez Swann, bien sûr, ici. Je ne sais pas si je vais donner chaque fois les pages. Bon, ici c'est le début, donc on est page 9, page 10. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Donc tout est là, si je puis dire. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de me rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis elle commençait à me devenir inintelligible, comme, après la métempsychose, les pensées d'une existence antérieure. Le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité, douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin, écoutez bien ici, et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore, dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. Voilà, deux textes qui me semblent assez importants pour illustrer cette notion de cycle. Mais il y en a encore un autre que je peux vous lire et qui montre qu'en fait, à l'intérieur de ce cycle, il y a ces moments où le narrateur accède à l'intemporalité, c'est-à-dire au temps à l'état pur. Je vais essayer de retrouver ça, parce que j'ai une liste de références devant moi. Alors, ça se trouve dans le temps retrouvé, page 228, page 229. Voici. Or, cette cause, je la devinais en comparant ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné, jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais. Au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression
la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant dans ce qu'elle avait d'extratemporel. Un être qui n'apparaissait que quand, par une de ses identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, écoutez bien, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine, puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel. Par conséquent, insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul, il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. On retrouve ici, bien sûr, le thème de la Madeleine. Ensuite, un peu plus loin, et voici que soudain l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même titre du livre, etc., à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact du linge, etc., avait ajouté aux rêves de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur. L'être qui était rené en moi, quand, avec un tel frémissement de bonheur, j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, etc., cet être-là ne se nourrit que de l'essence des choses. En elle seulement, il trouve sa substance, ses délices. Passons maintenant à la structure spatiale. Je vous ai dit que le roman s'inscrit dans un temps cyclique, et on voit qu'à l'intérieur de ce temps cyclique, le narrateur explique que l'on peut atteindre des moments de temps purs qui permettent d'accéder à l'essence des choses. Maintenant, voyons comment l'ouvrage est construit, quelle est sa structure au sens littéral, comment il est construit. Sur le plan spatial, donc, l'auteur, ou plutôt le narrateur, explique lui-même que ce roman est écrit et construit à la manière d'une cathédrale. Une cathédrale comprend plusieurs parties. Un portail ou un porche, ensuite une grande nef avec des nefs latérales et des chapelles collatérales, et enfin l'abside. Et ces différents éléments de la construction renvoient à des moments précis de l'aventure de la recherche. Au début, juste après la première page du
côté de chez Swann que je vous ai lu tout à l'heure, il y a le narrateur est dans son lit et il explique son réveil et ses périodes où il se rendort. Je ne vais pas, ceci est quand même assez long, donc je ne vais pas relire tout ça, où il décrit justement ces phases de semi-lucidité et où il se rendort et il décrit ses souvenirs à ce moment-là. Il dit par exemple, page 11 ici, « J'avais oublié cet événement pendant mon sommeil, j'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. » Donc on est dans une situation d'entre-deux. Cette période qui précède le réveil, qui va suivre bien entendu, et qui est le point de départ du roman, peut faire penser à l'entrée dans la cathédrale, au porche, au portail que j'évoquais tout à l'heure. C'est le parvis, si vous voulez, qui va, une fois franchi, permettre d'atteindre l'abside, après un long cheminement qui est décrit dans l'ensemble de l'œuvre. Au départ, il est question des deux côtés, donc du côté de chez Swann, du côté de Combray, et du côté, donc, à Combray, plutôt du côté de chez Swann et du côté de Guermantes. Et progressivement, on va avancer, et au bout de l'abside se trouve en fait le paradis décrit dans le temps retrouvé, au moment où la vocation de l'écrivain se fait jour. On passe aussi de l'enfance à cette période de sénilité où, dans le dernier volume, est décrit cette ambiance dans l'hôtel du duc de Guermantes, ou du prince de Guermantes. Voyons maintenant, après ces quelques considérations, ce que Proust écrit, ce que le narrateur plutôt écrit. Je vais essayer de retrouver cela. Donc, page 423. Voilà. Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je, quel labeur devant lui. Pour en donner une idée, c'est aux arts les plus élevés, les plus différents qu'il faudrait emprunter des comparaisons. Car cet écrivain qui, d'ailleurs, pour chaque caractère en ferait apparaître les faces opposées pour montrer son volume, devrait préparer son livre minutieusement avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église, le suivre comme un régime, le vaincre comme un obstacle, le conquérir comme une amitié, le suralimenter comme un enfant, le créer comme un monde sans laisser de côté ces mystères qui n'ont probablement leur explication que dans d'autres mondes, et dont le pressentiment est ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art. Et dans ces grands livres-là, il y a des parties qui n'ont eu le temps que d'être esquissées, et qui ne seront sans doute jamais finies, à cause de l'ampleur même du plan de l'architecte. Combien de grandes cathédrales restent inachevées. Ici, il est explicitement fait référence à ces bâtiments qui correspondent à des gratte-ciel au Moyen-Âge, les cathédrales,
il y est question de structure, mais vous aurez remarqué que ce n'est pas seulement de construction dans l'espace, donc de construction en 3 dimensions, il est question de physique aussi. Il n'est pas seulement question de géométrie, il est question de physique. Il est question de force, car effectivement, pour construire les cathédrales, il a fallu comprendre tous les rapports de force, en rapport bien entendu avec la gravité, la gravitation qui se pose. Pour construire les cathédrales gothiques, il a fallu effectivement, pour construire des bâtiments beaucoup plus hauts que les églises romanes du XIe et du XIIe siècle, pour pouvoir y faire pénétrer la lumière à travers des murs plus fins, plus minces que dans l'art roman, il a fallu comprendre le rapport de force qu'il y a, les rapports de force qui existent dans la nature. Et c'est ce qui est évoqué ici quand il dit avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive. Donc on voit que ce bateau, oui, cette nef, il faut l'entendre au sens littéral d'un véritable bateau, secoué par les flots. Entendons-nous ici les forces, je dirais, les forces de la gravitation, les forces terrestres. Voilà, donc, j'ai ici replacé l'aspect de la temporalité et celui de l'espace dans l'œuvre de Proust. Maintenant, nous allons peut-être passer, en avançant, aux différents personnages. Je vais voir les choses dans 2 temps. Dans un premier temps, on va voir ce que c'est que le personnage proustien, d'une manière générale, et dans un deuxième temps, je vais évoquer quelques-uns des très nombreux personnages qui apparaissent et qui circulent dans la recherche. Je commencerai tout d'abord par les caractères généraux de ces personnages, ou plus exactement, je vais m'attacher à la définition, s'il est possible de le faire, du personnage proustien. Alors le personnage proustien, il a un certain nombre de caractéristiques. Ce personnage est en évolution, c'est-à-dire que vous avez des personnages qui, à un moment donné de l'œuvre, apparaissent d'une certaine manière, et puis ils ne sont plus tout à fait semblables dans un autre volume du roman. Cela s'explique en fait ou plutôt par 2 raisons. Tout d'abord, c'est que chez Proust, ou plutôt pour le narrateur, chaque personnage porte plusieurs masques. Donc on voit qu'ici, il y a la notion de simulacre, il y a la notion de jeu de rôle, autrement dit, on joue des personnages. N'oublions pas non plus que le terme de personne vient du terme persona dans le théâtre grec, qui signifie justement masque. C'est cela une personne. N'oubliez pas que dans le théâtre grec, les personnages le même personnage pouvait porter des masques différents pendant les comédies et les tragédies. En fait, il s'agit un petit peu de cela, il s'agit un petit peu de théâtre grec. Mais il n'y a pas seulement que cela. C'est que les individus, les personnages, évoluent dans le temps. Toute forme de simulacre mise de côté. Autrement dit, les personnages changent. La psychologie d'un personnage change suivant, plutôt la psychologie d'un personnage résulte d'états de pensée successifs. Donc, il peut apparaître comme un leurre de rechercher l'essence d'un individu, même si Proust lui-même, mais il est dans ce processus justement
d'évolution, le narrateur, hein, je dis bien, parce qu'il m'arrive souvent de faire la confusion, mais enfin, le narrateur dit que quand il mange cette madeleine, il atteint à un moment donné son moi, je crois que c'est bien dans ce passage-là qu'il le dit, ou dans un passage que je vais lire plus tard. En fait, qu'est-ce que le moi? Le moi existe-t-il tout d'abord? Telle est la question. Y a-t-il une essence de l'individu? Je rappellerai que Proust lui-même est l'expression d'une époque. Il est l'expression plutôt, oui, l'expression d'une époque. Je réfléchis si ce terme étymologiquement a du sens. Peut-on parler d'expression d'une époque? En tout cas, il est le produit d'une époque, certainement. Il n'est pas que cela, bien entendu, mais il est aussi le produit d'une époque. Et Ribot, que l'on ne lit plus guère aujourd'hui, mais qui était le grand philosophe psychologue, puisque la psychologie ne s'était pas encore détachée de la philosophie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, même si elle tentait de le faire, eh bien Ribot, dans un ouvrage publié, si mes souvenirs sont bons, en 1884, La psychologie des sentiments, que j'ai devant moi, puisque j'ai la chance d'en avoir un exemplaire dans ma bibliothèque, que je vous montre ici, donc Théodore Ribot, La psychologie des sentiments. Je vous montre l'édition publiée chez Félix Alcan, explique justement que l'être n'est qu'une suite d'états variables. Il explique ceci, entre autres choses, mais pas seulement, dans son chapitre 7, La nature de l'émotion. Il est intéressant de voir aussi comment Proust commentait et analysait la recherche elle-même. Il a écrit, on le sait, un célèbre Contre Sainte-Beuve, écrit entre autres, mais principalement en réaction des causeries du lundi de Sainte-Beuve, qui comprennent, voilà, ici je vous montre le premier volume, mais je dois avoir une bonne vingtaine, si pas plus, de volumes dans ma bibliothèque. Proust lui-même écrit ceci, donc dans Contre Sainte-Beuve, parlant justement de la recherche. Alors, tels personnages se révéleront plus tard différents de ce qu'ils sont dans le volume actuel. Il parle ici du côté de chez Swann. Différents de ce qu'on les croira, ainsi qu'il arrive bien souvent dans la vie. Donc je répète, tels personnages se révéleront plus tard différents de ce qu'ils sont dans le volume, donc du côté de chez Swann, différents de ce qu'on les croira, ainsi qu'il arrive bien souvent dans la vie. Eh bien, ceci peut être illustré par de nombreux passages, mais je ne vais pas évidemment m'appesantir là-dessus. On peut peut-être lire quand même un passage d'Albertine disparue, où Proust écrit, plutôt le narrateur, écrit ou évoque très clairement ce que je viens de dire maintenant. Donc ça se trouve page 178. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs. Mais cette superposition n'est pas immuable comme la stratification d'une montagne. Chez Proust, les
personnages sont faits de tas de petits secrets pour utiliser l'expression que Malraux a utilisée dans les noyaux de l'Altenbourg. En effet, les personnages possèdent une multitude de mobiles qu'ils ignorent eux-mêmes et ils avancent masqués. Je vais retrouver le passage maintenant de La prisonnière où ceci est mentionné. Donc page 382. L'ambassadeur disgracié, le chef de bureau mis à la retraite, le mondain à qui on bat froid, l'amoureux et conduit examinent parfois pendant des mois l'événement qui a brisé leurs espérances. Ils le tournent et le retournent comme un projectile tiré, on ne sait d'où, ni on ne sait par qui, presque un aérolite. Ils voudraient bien connaître les éléments composants de cet étrange engin qui a fondu sur eux, savoir quelle volonté mauvaise on peut y reconnaître. Les chimistes, au moins, disposent de l'analyse. Les malades souffrant d'un mal dont ils ne savent pas l'origine peuvent faire venir le médecin. Et les affaires criminelles sont plus ou moins débrouillées par le juge d'instruction. Mais écoutez bien ceci, mais les actions déconcertantes de nos semblables, nous en découvrons rarement les mobiles. Donc je répète, mais les actions déconcertantes de nos semblables, nous en découvrons rarement les mobiles. Il y a de très nombreuses illustrations concernant les personnages proustiens dans la recherche à ce sujet. Maintenant, juste avant ceci, je vous parlais également des masques que portent les différents personnages. Ceci apparaît dans Le Temps retrouvé, page 439. Alors j'espère que je vais retrouver le passage. Voici. Certes, il est bien d'autres erreurs de nos sens. Donc on est vraiment tout à la fin, dans les toutes dernières pages du Temps retrouvé. Certes, il est bien d'autres erreurs de nos sens. On a vu que divers épisodes de ce récit me l'avaient prouvé, qui faussent pour nous l'aspect réel de ce monde. Mais enfin, je pourrais, à la rigueur, dans la transcription plus exacte que je m'efforcerai de donner, ne pas changer la place des sons, m'abstenir de les détacher de leur cause, à côté de laquelle l'intelligence les situe après coup. Bien que faire chanter doucement la pluie au milieu de la chambre, et tomber en déluge dans la cour l'ébullition de notre tisane, ne dut pas être en somme plus déconcertant que ce qu'ont fait si souvent les peintres quand ils peignent, très près ou très loin de nous, selon que les lois de la perspective, l'intensité des couleurs et la première illusion du regard nous les font apparaître une voile ou un pic que le raisonnement déplacera ensuite de distances quelquefois énormes. Je pourrais, bien que l'heure soit plus grave, continuer, comme on fait, à mettre des traits dans le visage d'une passante, alors qu'à la place du nez, des joues et du menton, il devrait y avoir qu'un espace vide sur lequel jouerait tout au plus le reflet de nos désirs. Et même si je n'avais pas le loisir de préparer, chose déjà bien plus importante, les 100 masques qu'il convient d'attacher à un même visage, ne fût-ce que selon les yeux qui le voient et le sens où ils en lisent les traits, et pour les mêmes
selon l'espérance ou la crainte, ou au contraire l'amour et l'habitude qui se cachent pendant 30 années, les changements de l'âge, même, enfin, si je n'entreprenais pas ce dont ma liaison avec Albertine suffisait pourtant me montrer, que sans cela tout est factice et mensonger, de représenter certaines personnes non pas au dehors, mais en dedans de nous, où leurs moindres actes peuvent amener des troubles mortels et de faire varier aussi la lumière du ciel moral selon les différences de pression de notre sensibilité ou quand, troublant la sérénité de notre certitude, sous laquelle un objet est si petit, un simple nuage de risque en multiplie en un moment la grandeur. Donc vous voyez, le personnage proustien, c'est un personnage qui évolue dans le temps, donc il n'a pas de caractère fixe, c'est ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Il n'y a pas vraiment d'essence de l'individu, ou en tout cas d'essence consciente de l'individu, mais qu'à côté de ça, consciemment cette fois, l'individu peut porter différents masques suivant le moment, suivant les circonstances. Donc il s'agit d'une forme presque évanescente, et il est donc particulièrement difficile de pouvoir déterminer l'identité de quelqu'un. Au sens propre d'identité, c'est le même égale le même. Un individu ne peut pas être un autre à un autre moment de la journée, suivant le principe de la logique. Maintenant, prenons le cas de quelques personnages particuliers. Il y a bien sûr le narrateur lui-même, dont on n'a pas de détails, qui est évidemment tout à fait essentiel dans le récit. On voit en tout cas son évolution, puisqu'il ne pense pas de la même manière au début, au milieu et à la fin du roman. Dans un premier temps, il est plutôt faible, douillet, chétif, pourrait-on dire. Ensuite, il devient tyrannique, en particulier dans Albertine disparue et dans La prisonnière. Ensuite, et c'est la dernière partie du livre, le narrateur devient un écrivain. Donc on voit au moins 3 stades du narrateur. Maintenant, si vous prenez le cas de Swann, qui est un personnage particulièrement attachant, il a évidemment une importance tout à fait cruciale dans le roman. C'est lui qui fait découvrir à Swann l'art, avec un grand A. Le narrateur dit lui-même le rôle qu'il joue dans son œuvre. On peut se reporter au temps retrouvé, page 282. Attendez, là, parce que je vois que j'ai un petit peu mêlé les fiches. Donc, j'ai dit combien? Page 282. Voilà. Donc, c'est le moment où le narrateur explique l'importance essentielle donc, de Swann dans son œuvre. En somme, si j'y réfléchissais, la matière de mon expérience, laquelle serait la matière de mon livre, me venait de Swann. Non pas seulement pour tout ce qui le concernait lui-même et Gilberte, mais c'était lui qui m'avait, dès Combray, donné le désir d'aller à Balbec,
où sans cela mes parents n'eussent jamais eu l'idée de m'envoyer, et sans quoi je n'aurais pas connu Albertine, pas même les Guermantes, puisque ma grand-mère n'eût pas retrouvé Madame de Villeparisis, moi fait la connaissance de Saint-Loup et Monsieur de Charlus, ce qui m'avait fait connaître de la duchesse de Guermantes et par elle sa cousine, de sorte que ma présence, même en ce moment chez le prince de Guermantes, où venait de me venir brusquement l'idée de mon œuvre, ce qui faisait que je devais à Swann non seulement la matière, mais la décision me venait aussi de Swann. Donc on voit ici que Swann est important non seulement parce que c'est lui qui est à l'origine du contenu d'une grande partie de l'œuvre, mais aussi parce que Swann lui donne l'idée d'écrire l'ouvrage et donc permet d'accéder, ce que l'on voit apparaître dans le dernier volume, donc le temps retrouvé, à ce statut d'écrivain. Enfin, ce n'est pas le statut qui intéresse le narrateur, ici c'est essentiellement la vocation de l'écrivain, du romancier. À côté du narrateur, à côté de Swann, on trouve d'autres personnages. Je pense bien sûr à Odette, qui est une femme qui a beaucoup de charme, qui se fait aimer de Swann, qui va l'épouser. Il y a aussi Albertine, que j'ai évoquée tout à l'heure, Albertine qui est une homosexuelle, mais qui va se faire enfermer donc par le narrateur. Je l'ai évoqué quand j'ai parlé de cette évolution du caractère du narrateur qui va passer au début du roman de ce comportement douillet à une attitude de type dictatorial lorsqu'il va enfermer Albertine. Il y a aussi toute une série d'autres personnages. Je pense bien sûr au baron de Charlus. Ce baron, en fait, qui appartient à la famille des Guermantes, donc qui appartient donc à la haute aristocratie, à la haute noblesse, est un personnage ambivalent. Il est homosexuel, il est dominant et dominé suivant le moment. Il est homme et femme, il est hermaphrodite, et je vais lire un passage à ce sujet. C'est un personnage qui est cultivé, qui est bavard, et qui a un rôle important dans le roman. Je vais essayer de retrouver ce passage. Ah ben je l'ai devant les yeux, ça tombe bien. Je tire ceci de Sodome et Gomorrhe, donc le titre est assez éloquent. Alors, page 39. Monsieur de Charlus, de dominé devenu dominateur, se sentait purgé de son inquiétude et calmé, renvoyait le visiteur qui avait aussitôt cessé de lui paraître désirable. Enfin, l'inversion elle-même, venant de ce que l'inverti se rapproche trop de la femme pour pouvoir avoir des rapports utiles avec elle, se rattache par là à une loi plus haute qui fait que tant de fleurs hermaphrodites restent infécondes, c'est-à-dire à la stérilité de l'autofécondation. Il est vrai que les invertis, à la recherche d'un mâle, se contentent souvent d'un inverti aussi efféminé qu'eux. Mais il suffit qu'ils n'appartiennent pas au sexe féminin, dont ils ont eux-mêmes un embryon, dont ils ne peuvent se servir, ce qui arrive à tant de fleurs hermaphrodites, et même à certains animaux hermaphrodites, comme l'escargot, qui ne peuvent être fécondés par eux-mêmes, mais peuvent l'être par d'autres hermaphrodites. Par là, les invertis, qui se rattachent volontiers à l'antique Orient ou à l'âge d'or de la Grèce, remonteraient plus haut encore à ces époques d'essai où n'existaient ni les fleurs dioïques,
ni les animaux unisexués, à cet hermaphrodisme initial dont quelques rudiments d'organes mâles dans l'anatomie de la femme et d'organes femelles dans l'anatomie de l'homme semblent conserver la trace. C'est ce même personnage proustien, donc le baron de Charlus, qui, à un moment donné, apparaît dans des situations sadomasochistes qui, comment dirais-je, appartiennent, cette position, cette situation donc sadomasochiste, qui fait partie de ces vices divers qui sont narrés par le narrateur, justement. Et qui, ces éléments vont revenir d'ailleurs dans la suite de mon explication, dans le cadre de ce roman que l'on peut peut-être appeler roman initiatique, où justement, après avoir quitté les obscurités des bas-fonds, après avoir connu les mondanités et les vices de ce monde de la haute société, le narrateur accède à sa vocation d'écrivain. À côté du baron de Charlus, évidemment, il y a la duchesse de Guermantes, il y a la princesse de Guermantes, il y a le duc de Guermantes, il y a les Verdurin aussi, qui sont un couple de bourgeois qui veulent imiter l'aristocratie. Ils sont tout à fait incultes, on pourrait dire qu'ils ont le comportement de nouveaux riches, quoi, un petit peu bling-bling, voulant montrer qu'ils sont au courant de tout alors qu'en fait ils ne savent rien. Ce sont des personnages qui pourraient faire l'objet, ou qui ont fait l'objet sans doute, de Caractère de la Bruyère. À propos de Caractère de la Bruyère, c'est peut-être justement le moment de s'intéresser au style de Proust. Au style de Proust, qui est un style qui lui est tout à fait propre, hein. Il lui est incomparable, mais il ne faudrait pas nier pour autant pas les influences, mais en tout cas les clins d'œil réguliers que Proust fait à quelques grands auteurs. Ce serait l'injurier peut-être que dire qu'il était influencé, quoique hein, ça n'a rien d'injurieux en tant que tel. Mais il fait des clins d'œil. Il a lui-même écrit un ouvrage de pastiche, où il écrit à la manière, ou à partir d'un même thème, il écrit donc à la manière de quelques grands auteurs. J'ai oublié de prendre l'ouvrage avec moi ici. Et donc, ça se fait de manière assez subtile. Certains de ces portraits font penser à une écriture très classique. Je vous parlais des Caractères de la Bruyère. Il y aurait moyen de retrouver justement dans les Caractères de la Bruyère un certain nombre de caractéristiques qui sont reprises par Proust, bien que Proust reste dans son style à lui. Il y a toute une série de petites différences qui fait qu'on ne pourrait pas confondre l'écriture classique de la Bruyère et d'autre part ce style tellement particulier qui est celui de Proust, bien entendu. Certains portraits font également penser à ceux qui ont été peints par le duc de Saint-Simon dans ses mémoires, dont je ne présente ici qu'une anthologie, publiée en 1018. Chez Proust, on trouve des réminiscences de Vigny, de Musset, de Mallarmé, même de Victor Hugo aussi. Mais tout cela est fait de manière subtile. Hein. Il n'y a pas de plaquage. Évidemment, en aucun cas, il ne peut y avoir comment dirais-je,
comment dirais-je, je ne trouve pas le terme pour l'instant, mais allez, ça ne me vient pas à l'esprit, mais en tout cas de recopiage, ce serait évidemment tout à fait absurde, mais il y a cette idée de pastiche. Le mot va me revenir dans quelques minutes, de toute façon. Alors, on peut lire, peut-être, sur cette écriture de type classique, peut-être le portrait de Madame Verdurin. Allez, comment on appelle? De plagiat, je cherchais le terme tout à l'heure. Alors, Madame Verdurin, alors ça se trouve ici, page 246, 247, donc du côté de chez soi. Madame Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré, qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau, et jura avec les beaux meubles anciens qu'elle avait, mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de les reconnaître quand ils venaient. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tint aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se détruisent. Mais elle n'y réussissait pas. Et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate d'étrennes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles et s'égayait de leur fumisterie. Mais depuis l'accident qui était arrivé à sa mâchoire, elle avait renoncé à prendre la peine de pouffer effectivement et se livrait à la place à une mimique conventionnelle qui signifiait, sans fatigue ni risque pour elle, qu'elle riait aux larmes. Moindre mot que lâchait un habitué contre un ennuyeux, ou contre un ancien habitué rejeté au camp des ennuyeux. Et pour le plus grand désespoir de Madame Verdurin, qui avait eu longtemps la prétention d'être aussi aimable que sa femme, de Monsieur Verdurin, que sa femme, mais qui, riant pour de bon, s'essoufflait vite, et avait été distancée et vaincue par cette ruse d'une incessante effective hilarité, elle poussait un petit cri, fermait entièrement ses yeux d'oiseau, qu'une taie commençait à voiler, et brusquement, comme si elle n'eût que le temps de cacher un spectacle indécent ou de parer à un accident mortel, plongeant sa figure dans ses mains qui la recouvraient et n'en laissaient plus rien voir, elle avait l'air de s'efforcer de réprimer, d'anéantir un rire qui, si elle s'y fût abandonnée, l'eût conduite à l'évanouissement. Telle, étourdie par la gaieté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d'assentiment, Madame Verdurin, juchée sur son perchoir, pareil à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d'amabilité. Évidemment, c'est un portrait féroce, réaliste, même si la métaphore y est présente. Il ne faut pas oublier que chez Proust, la notion de métaphore a un sens particulier. Dans son sens classique, le sens qui vient de l'Antiquité, étymologiquement, une métaphore signifie transfert de sens, transfert de signification. Un métaphore, qui a donné en latin le verbe ferrer, donc il y a l'idée de porter, porter à côté de. La métaphore proustienne, en fait, est une juxtaposition d'impressions, les unes à côté des autres. Maintenant, à côté de Madame Verdurin, je voudrais vous faire lire un autre passage. Cette fois, les deux passages que je voudrais vous faire lire voudraient mettre en évidence, dans le style proustien, à côté de son classicisme que l'on trouve à côté de certaines formes de type romantique, puisque j'ai évoqué tout à l'heure Musset, Vigny, Lamartine, Victor Hugo, ce sont des caractéristiques vraiment typiques dans son style quant à la construction des phrases. Il y a deux types de phrases
que l'on retrouve chez Proust, à savoir la construction en parallèle, où vous avez des ramifications dans les phrases où il y a des emboîtements, mais où il y a des ramifications sous forme de propositions subordonnées relatives, avec des qui, ou, dont, etc. Et alors vous avez aussi un autre cas de phrases proustiennes, ce sont les phrases à trappe. Je vais vous donner deux exemples à partir du texte de la recherche elle-même. Je commencerai tout d'abord par les constructions en parallèle, c'est-à-dire ces constructions de phrases où vous avez donc des ramifications avec toutes ces subordonnées relatives. Alors, je vais... voilà. Non, c'est pas celle-ci. Un petit instant. Voilà, ici. Donc, c'est tiré du côté de chez Swann. C'est l'épisode des... Enfin, l'épisode, c'est la description des chambres d'hiver et des chambres d'été. Page 14 et page 15. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre des chambres que j'avais habitées dans ma vie. Et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambre d'hiver où, alors je vais chaque fois insister sur les pronoms relatifs, où, quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates, un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit et un numéro des débats roses, qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment, ou, par un temps glacial, le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du dehors, comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre, et où, le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée, on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumeux, traversé des lueurs des tisons, qui se rallument, sorte d'impalpables alcôves, de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aérées de souffles qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre ou éloignées du foyer, et qui se sont refroidies. Alors ça c'est chambre d'hiver. Maintenant on va voir les chambres d'été. Chambre d'été, où l'on aime être uni à la nuit tiède, où le clair de lune appuyé au volet entr'ouvert jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon. Parfois la chambre louissait, si gai que même le premier soir je n'y avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes qui soutenaient légèrement le plafond s'écartaient avec tant de grâce pour montrer réserver la place du lit. Parfois, au contraire, celle petite et si élevée du plafond, creusée en forme de pyramide, dans la hauteur de 2 étages et partiellement revêtue d'acajou, où, dès la première seconde, j'avais été intoxiqué moralement par l'odeur inconnue du vétiver, convaincu de l'hostilité des rideaux violets et de l'insolente indifférence de la pendule, qui jacassait tout haut comme si je n'eusse pas été là, où une étrange et impitoyable glace à pire quadrangulaire barrant obliquement un des angles de la pièce, se creusait à vif dans la douce plénitude de mon champ visuel, accoutumé à un emplacement qui n'était pas prévu, où ma pensée s'efforçait pendant des heures de se disloquer, etc., etc. Alors vous voyez qu'ici, on peut parler de construction en parallèle, puisqu'il y a les chambres d'hiver, les chambres d'été, mais que pour autant, la construction des phrases qui portent sur la description des chambres d'été, cette description
ne suit pas exactement, ce n'est pas un double, ce n'est pas un décalque de ce qui est écrit dans la partie concernant les chambres d'hiver. Il y a une volonté en même temps de rompre dans ce parallèle par rapport à la structure syntaxique qui précède. Alors, à côté de cela, je vous avais annoncé un autre type de phrase chez Proust, à savoir la phrase à trappe. La phrase à trappe, alors là, on la trouve dans le portrait du baron de Charlus, à un moment donné, dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Effectivement, la phrase à trappe, c'est au fond une figure de style que l'on appelle la suspension, c'est-à-dire où l'on fait attendre une explication par le truchement d'images et de réflexions. Le contexte de ce passage, Charlus a rencontré le narrateur au matin, il n'a pas vraiment fait attention à lui, Charlus lui donne rendez-vous pour prendre le thé dans le courant de l'après-midi, et alors à ce moment-là, le narrateur a tout le loisir de l'observer. Alors là, on va voir que la description est tout à fait intéressante, et là on comprend en quoi il s'agit d'une phrase où on doit nécessairement connaître l'explication et que cette explication se fait par le truchement d'images. Et ici, l'image, c'est celle d'une forteresse, puisque le visage de Charlus est tout à fait impassible, immobile, et seul, comment dirais-je, apparaît, je dirais, vivant dans ce visage, ce qui se passe derrière la fente des yeux. Mais ce visage, auquel une légère couche de poudre donnait un peu l'aspect d'un visage de théâtre, M. de Charlus avait beau enfermer hermétiquement l'expression, les yeux étaient comme une lézarde, comme une meurtrière que seul il n'avait pu boucher et par laquelle, selon le point où on était placé par rapport à lui, on se sentait brusquement croisé du reflet de quelque engin intérieur qui semblait n'avoir rien de rassurant, même pour celui qui, sans en être absolument maître, le portait en soi, à l'état d'équilibre instable et toujours sur le point d'éclater. Et l'expression circonspecte et incessamment inquiète de ses yeux, avec toute la fatigue qui, autour d'eux, jusqu'à un cerne descendu très bas, en résultait pour le visage, si bien composé et arrangé qu'il fût, faisait penser à quelque incognito, à quelque déguisement d'un homme puissant en danger, ou seulement d'un individu dangereux, mais tragique. Maintenant, j'en arrive à la conclusion. À 2 ou 3 reprises, j'ai fait référence à l'hypothèse selon laquelle la recherche serait un roman initiatique. Qu'est-ce que c'est qu'un roman initiatique? En fait, c'est un roman dans lequel un individu part d'un stade, disons le stade A, et pour pouvoir atteindre le stade C, qui est celui de la renaissance, doit passer toute une série d'épreuves, d'où la notion de roman initiatique. D'épreuves, de souffrances, qui vont faire de lui quelqu'un de plus fort. Cette descente aux enfers, et la notion de descente aux enfers fait référence, même si cela peut paraître paradoxal, à l'obscurité. Quand on pense à enfer
dans la mythologie chrétienne, on pense plutôt à un feu continu. Mais les enfers chez les anciens, c'est en fait un lieu souterrain, obscur, sombre, où des âmes sont en train d'errer comme des ombres. Et cette descente aux enfers, il faut l'entendre au sens étymologique comme une descente en soi-même, infra, à l'intérieur de. C'est pas obligatoirement en dessous, c'est à l'intérieur de. Et là encore, la métaphore d'initiation peut être prise. Un certain nombre d'extraits que je vais lire semblent aller dans ce sens. On va tout d'abord prendre un extrait tiré du côté de chez Swann, et tous les autres vont être tirés du temps retrouvé. Donc du côté de chez Swann, page 409. Donc c'est au moment où Swann descend sur les boulevards parisiens comme s'il voulait retrouver Odette, et cela peut être mis en parallèle à une descente aux enfers, entendons-nous bien, dans le sens que j'ai décrit il y a quelques minutes. Donc descendre vers l'obscurité. Mais nous aurons toute une série de passages que je vais lire qui font référence justement à cette mort qui est symbolisée par l'obscurité, par la nuit. Ici donc, il se rappela, donc il c'est Swann ici et elle c'est Odette, hein. Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré contre tout espoir parmi les ombres errantes. Dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle et qui, en effet, nuit d'un temps où il n'avait même pas à se demander s'il ne la contrariait pas en la cherchant, en la retrouvant, tant il était sûr qu'elle n'avait pas de plus grande joie que de le voir et de rentrer avec lui, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Pour tout le monde, je crois, la référence paraît assez claire au mythe d'Orphée et d'Eurydice, cette descente d'Orphée pour retrouver sa bien-aimée, mais il s'agit d'un monde mystérieux, il est question d'ombres errantes qui correspond effectivement à l'enfer des Grecs, il est question d'une nuit presque surnaturelle, et puis à la fin on dit qu'il s'agit d'un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir quand les portes s'en sont refermées. Donc ça fait référence effectivement au moment où Orphée, qui entraîne sa bien-aimée derrière lui, se retourne trop tôt et celle-ci disparaît à jamais. Il se retrouve seul, donc une fois revenu à la lumière. Encore quelques passages. Ici, il s'agissait du côté de chez Swann, donc je vais essayer de les retrouver dans l'ordre. Ici, on est dans le temps retrouvé. Ici, c'est le narrateur qui parle. Je revins sur mes pas, page 95. Hein. Mais une fois quitté le pont des Invalides, il ne faisait plus jour dans le ciel, il n'y avait même guère de lumière dans la ville. Et butant çà et là contre des poubelles, prenant un chemin pour un autre, je me trouvais sans m'en douter, en suivant machinalement des dalles de rue obscures, arrivé sur les boulevards.
Alors, autre passage, cette fois page 81 et page 61 et page 62. Avant l'heure où l'été d'après-midi finissait, à la tombée du jour, dans le ciel encore clair, on voyait de loin de petites taches brunes qu'on eût pu prendre dans le soir bleu pour des moucherons ou pour des oiseaux. Ainsi, quand on voit de très loin une montagne, on pourrait croire que c'est un nuage. Mais on est ému parce qu'on sait que ce nuage est immense, à l'état solide et résistant. Ainsi étais-je ému que la tache brune, dans le ciel d'été, ne fut ni un moucheron ni un oiseau, mais un aéroplane monté par des hommes qui veillaient sur Paris. Le souvenir des aéroplanes que j'avais vus avec Albertine dans notre dernière promenade, près de Versailles, n'entrait pour rien dans cette émotion, car le souvenir de cette promenade m'était devenu indifférent. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins, et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort, et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais, comme à l'hôtel de Balbec, quand des pêcheurs nous regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que, prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table. On ne dirait pas que c'est la guerre ici. Puis à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières, et la nouvelle bousculade des embusqués arrachant leur par-dessus aux chasseurs du restaurant où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de Perm, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique, de salles de spectacle servant à exhiber les films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. Encore un autre passage. Là, il s'agit de la descente aux enfers de Charlus, qui a connu une série de vices, et puis qui est à la fin de sa vie. Vous allez voir, il est perclus de douleur. Sans doute, je sentais bien que c'était là un nouveau stade de la maladie de M. de Charlus, laquelle, depuis que je m'en étais aperçu, et en jugé par les diverses étapes que j'avais eues devant les yeux, avait poursuivi son évolution avec une vitesse croissante. Le pauvre baron ne devait pas être maintenant fort éloigné du terme de la mort, si même celle-ci n'était pas précédée, selon les prédictions et les vœux de Madame Verdurin, par un emprisonnement qui, à son âge, ne pourrait d'ailleurs que hâter la mort. Pourtant, j'ai peut-être inexactement dit « rocher de la pure matière ». Dans cette pure matière, il est possible qu'un peu d'esprit surnageât encore. Ce fou savait bien, malgré tout, qu'il était la proie d'une folie et jouait tout de même dans ces moments-là, puisqu'il savait bien que celui qui le battait n'était pas plus méchant que le petit garçon qui, dans les jeux de la bataille, est désigné au sort pour faire le Prussien, et sur lequel tout le monde se rue avec une ardeur de patriotisme vrai et de haine feinte. Donc c'est ce personnage noir, au bout d'une vie de vice, qui est en train de vivre ses derniers instants. Vous voyez qu'il est question ici de rocher de la pure matière. Dans cette pure matière, il est possible qu'un peu d'esprit surnageât encore. Ceci fait penser à cette société initiatique qu'est la franc-maçonnerie, où dans le rituel du premier degré, c'est-à-dire le rituel qui concerne le grade d'apprenti, le vénérable maître dit
demande au premier surveillant qui dirige une des deux colonnes du temple, premier surveillant, dis-nous pourquoi l'équerre est déposé sur le compas. Pour nous rappeler, explique le premier surveillant dans le rituel, pour nous rappeler, vénérable maître, que notre esprit n'est pas assez détaché de la matière. Je regarde si j'ai encore peut-être des choses à lire. Je regarde encore un petit moment. Peut-être encore ceci. Ben oui, parce que je vous ai parlé de cette descente dans l'obscurité, c'est-à-dire une descente en soi-même, descente du narrateur et descente du baron de Charlus en lui-même. Il y a ensuite la renaissance dans l'art. Et ça nous mène au troisième stade de ce processus initiatique. Après la descente en soi-même, il y a la découverte de la lumière. Alors, j'essaye de retrouver cela. Page 200. Oui, c'est bien cela. Mais ça nous informe non seulement sur le troisième stade et le stade final de l'initiation, que sur la définition de ce que c'est que finalement le style. Le style pour le narrateur et le style pour Proust, par conséquent. Le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur pour le peintre, est une question non de technique mais de vision. Très important. Il est la révélation qui serait impossible par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Tous les termes qui sont utilisés dans cette phrase sont importants. Il est question de vision. Quand on parle ici de narration, de révélation, il s'agit de révélation au sens photographique du terme, où avec le temps, l'image apparaît progressivement. Il ne faut pas oublier la manière dont il y a un siècle, on développait les photographies. Évidemment, pour les jeunes, ça ne dit plus rien du tout, tout ça avec l'électronique, avec les smartphones, mais il y avait une véritable révélation. Le mot révélation, n'oublions pas qu'il est apparenté à la notion de dévoilement et que le terme propre en grec c'est apocalypse. Apocalypsis, ça veut dire la révélation. C'est cela en fait, hein, ce qui se trouve donc, à la suite des évangiles, à la fin de du Nouveau Testament. Donc, il y a la révélation qui sera possible par des moyens directs et conscients, donc justement impossible par des moyens conscients. On revient à la Madeleine, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun. Autrement dit, c'est l'art qui permet de sortir de notre enfer au sens étymologique, de notre monde infernal, c'est-à-dire notre monde intérieur, et c'est l'art qui permet la révélation, donc la levée du voile et l'accès à la lumière. J'espère en tout cas, grâce à la lecture de ces différents passages, vous avoir montré que cette expérience intérieure qui essaie de la recherche de Proust renvoie, ou plutôt appartient à ce type d'expérience qui est celui du voyage en Orient, de Nerval par exemple, mais je pourrais prendre bien d'autres cas d'auteurs, de grands auteurs, mais surtout bien sûr à l'immortel Dante qui dans sa divine comédie fait référence, ou plutôt le parcours que Virgile mène aux côtés, ou que plutôt que Dante suit en
donc suit avec Virgile en descendant dans le monde infernal, eh bien tout cela c'est une constante dans ce monde initiatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la Divine Comédie de Dante, si vous l'avez lu, c'est qu'il y a toute une série de cercles, de cercles qui se succèdent, et que Virgile fait découvrir à Dante, son successeur, si vous voulez, poète comme lui. Il découvre toute une série de vices, de la même manière que le narrateur découvre ces salons, chez les personnages mondains qu'il rencontre dans ces cercles aristocratiques, ce sont des cercles également, il découvre toute une série de vices, et puis il va remonter dans la dernière partie, dans le temps retrouvé, vers la lumière et vers cet espace où il va prendre conscience donc de sa vocation d'écrivain. De la même manière, dans Dante, Virgile accompagne Dante dans tous ces cercles de vices, puis vous avez le purgatoire, et enfin, pour finir, le paradis. Donc il y a 3 stades, là aussi, qui conduisent donc du monde terrestre d'abord vers l'enfer et le purgatoire, et enfin la remontée vers le paradis. Et on peut dire que la recherche du temps perdu est véritablement construite sur cette structure, je l'ai dit tout à l'heure, en parlant de la temporalité, de ce temps cyclique, de cette cathédrale également, où l'on part du parvis, de l'enfance, du sommeil, et en avançant dans la nef, en visitant les chapelles collatérales, qui sont les chapelles collatérales du vice, progressivement, il y a finalement l'illumination, la lumière dans l'abside. J'ai dit